Bonjour. On entend souvent que les légumes sont bons pour la santé. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Parce que quand on regarde les études scientifiques sur la nutrition, quand on se penche vraiment dessus, on remarque qu'il y a certaines incohérences. En fait, il y a une différence entre les études scientifiques de sciences dures et les études scientifiques de sciences plus faibles comme la nutrition par exemple. Quand je dis que la gravité existe, c'est une théorie scientifique sur une science dure et c'est étayé par un faisceau de preuves très très important. Donc c'est une théorie scientifique, c'est-à-dire une théorie scientifique, c'est pas une hypothèse. Une théorie scientifique, c'est quelque chose de tellement vrai, on a des preuves tellement accablantes que c'est considéré comme vrai. C'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire? Parce que si on apporte d'autres preuves bien plus solides que les précédentes, on arrivera à dire que la gravité n'existe pas, que c'est un autre phénomène, etc. En nutrition, c'est pas pareil. On n'a pas de théorie scientifique sur la nutrition. Parce que c'est... Le mot est trop fort. Le mot est trop fort. Donc on est obligé de se rabattre sur des études de moins bonne qualité. Alors comment ça des études de moins bonne qualité? Bah oui, parce que vous pensez qu'une étude vaut une autre étude? Non, non, non. Il faut faire attention avec les arguments d'autorité. Alors un argument d'autorité, qu'est-ce que c'est? Si je vais voir sur Google. L'argument d'autorité est un procédé rhétorique qui consiste à valider une affirmation non pas par des preuves logiques, mais par le prestige, le statut ou la compétence de la personne. Si par exemple je suis à table avec des gens, ils vont me faire attention, n'utilise pas trop de beurre, tu vas avoir une maladie cardiovasculaire. Là je vais leur répondre, ouais mais comment tu sais ça? Ah c'est mon médecin qui l'a dit. Ah, ton médecin, est-ce que ton médecin est un expert en nutrition? Non. Et même un médecin expert en nutrition n'est pas à l'abri de dire des bêtises. Donc c'est pas avec l'avis d'un seul expert qu'on va pouvoir dire avec force que le beurre apporte des maladies cardiovasculaires ou toute autre déclamation sur la nutrition. Comment on fait alors pour savoir qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est mauvais? Eh bien, je vais pas vous l'expliquer. Enfin, je vais vous l'expliquer un petit peu, mais pas vous l'expliquer entièrement parce que j'ai une très bonne vidéo de Renata Barcelos. Renata Barcelos qui est une youtubeuse qui fait d'excellentes vidéos. Bon, ça, c'est le guide complet, mais il y a la version un peu plus courte qui est celle-ci. La différence entre les études scientifiques, quelles sont les sources fiables? Et oui, parce qu'il y a des études qui sont moins fiables que d'autres. Il y a il y a un niveau de preuve différent en fonction de la méthodologie de l'étude scientifique employée. Ouh, oh le mec. Par exemple, des avis d'experts, tout seul, un avis, ça, c'est un niveau de preuve quasiment, ça sert à rien, quoi. Puis après, on monte, on monte, on monte. On a les études de cas, les études de cohorte. Ça, on va un petit peu les expliquer. Hop, j'ai mon prompt chat GPT pour nous expliquer un petit peu ça. Puis après, on a les essais non randomisés contrôlés. Je vous les explique pas parce que allez voir la vidéo. Moi, je suis pas expert là-dedans, mais c'est toutes les informations sont là. Puis après, les essais randomisés contrôlés, ça c'est le Graal. C'est la meilleure méthodologie possible pour faire une étude scientifique à l'heure actuelle. Puis après, les revues systématiques où on va voir un petit peu toute la littérature scientifique et sortir une conclusion. Et puis après, les méta-analyses
qui regroupe tous les essais contrôlés, randomisés, etc. etc. Voilà, si ça vous intéresse de détailler un peu le propos, de voir un plus en profondeur, je vous recommande la chaîne de Renata Barcelos, mais après, vous pouvez aller voir n'importe quel, si je mets les études scientifiques, hop, scientifiques expliquées, voilà, je suis sûr qu'on va trouver d'autres, les couronnes là, c'est... Ouais, bon, on n'en voit pas tellement, mais bon, les études scientifiques expliquées, alors la méthode scientifique. Scientifique expliqué. Expliquer aux enfants. Voilà, pourquoi pas. Étape, exemple, astuce et exercice. Voilà, si vous voulez aller voir un peu plus ça en profondeur, grand bien vous fasse. Alors, par exemple, les études de cohorte. Une étude de cohorte est une étude où l'on suit un groupe de personnes dans le temps pour voir si une exposition, etc., est associée à un résultat, une maladie, un décès. On prend un grand nombre de personnes, on les classe selon leur exposition, fumeurs, non-fumeurs, on les suit pendant des années, on compare ce qui leur arrive. Voilà, on prend 100 000 personnes, 50 000 qui mangent beaucoup de viande rouge, 50 000 qui en mangent peu. On les suit pendant 20 ans. À la fin, on observe par exemple qu'il y a 800 cancer du côlon. Les chercheurs calculent ensuite le risque relatif, par exemple, un RR de 1,33, ce qui signifie que le premier groupe a eu 33% de plus de cas. Alors pourquoi c'est utile ? Les études de cohorte permettent d'observer des effets qui mettent longtemps à apparaître, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Elles sont souvent les meilleures études quand il serait impossible au contraire de faire un essai clinique. Et oui, on va pas demander à des gens de fumer, par exemple. Voilà, juste pour prouver un point. Et donc le problème, c'est qu'une étude de cohorte est observationnelle. Observationnelle. Les chercheurs observent ce que les gens font, mais ne décident pas qui fait quoi. Donc si les gros consommateurs de viande fument davantage, boivent plus d'alcool, font moins de sport, dorment moins, etc., ces facteurs peuvent expliquer une partie du résultat. Et oui. Les chercheurs essayent de les prendre en compte grâce à des ajustements statistiques, mais ils ne peuvent jamais être certains d'avoir tout corrigé. Et donc là, ici, on a un petit comparatif. Étude de cohorte, les personnes choisissent leur mode de vie. Et c'est en 2000, les chercheurs attribuent les groupes au hasard. Montre une association, peut montrer une relation causale avec beaucoup plus de confiance. Et ça, c'est important parce que si je montre une relation causale, je n'ai pas démontré qu'il y a une causalité. C'est... comment c'est encore la phrase ? Corrélation n'est pas causalité. Voilà. C'est pas parce qu'il y a une corrélation entre les gens qui mangent beaucoup de viande rouge et ceux qui n'en mangent pas. Enfin, une corrélation entre les gens qui mangent beaucoup de viande rouge et les gens qui ont plus de cancer, colorectal par exemple, qu'il y a une relation causale directe, effective entre les deux. Et ça, c'est super important. L'étude de cohorte est l'un des meilleurs types d'études observationnelles, mais elle ne prouve pas à elle seule qu'une exposition cause un effet. Plus plusieurs cohortes indépendantes trouvent le même... Ah oui. Plus plusieurs cohortes indépendantes trouvent le même résultat, et plus ces résultats sont cohérents avec d'autres types de preuves, essais randomisés, etc. Donc en nutrition, c'est beaucoup d'études observationnelles. Et avec ces études observationnelles, on les couple avec quelques études d'essais randomisés pour essayer de trouver des relations ensemble. Et alors comme ça, ils arrivent à essayer de définir. C'est comme ça que le niveau des preuves grandit. Voilà, par exemple, si on veut parler un peu plus sérieusement, si on sort vraiment des études, là, si on va sur PubMed, par exemple, on a ici The Impact of Dietary Fiber Consumption on Human Health, an umbrella review of evidence from 17 millions individuels. En fait, c'est une étude, c'est une revue systématique
Donc elle est au-dessus des essais randomisés contrôlés. C'est une revue systématique, mais qui va principalement... oui, j'avais pris mon prompt. Hop. C'est une étude d'une revue systématique, mais qui va principalement revoir les études nutritionnelles. Et donc les études nutritionnelles, on l'a vu, c'est les études observationnelles. Donc malheureusement, si on va aux conclusions, higher dietary fiber intake is associated with lower risk of multiple chronic disease. Donc une haute consommation de fibres est associée à un risque moindre de plusieurs maladies chroniques. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Parce que là, ici, on a une revue systématique qui nous dit que beaucoup de fibres est associé à un risque plus faible de chronic disease. C'est pas la même chose. Ce n'est pas une preuve. C'est une association. Et c'est ça qui est embêtant en nutrition. Et c'est important de le dire parce que les gens ne savent pas ça. Ils vont te dire, les études disent que, les scientifiques disent que, ceci, cela, cela. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi et pour d'autres. Donc ici, j'avais fait un prompt où j'avais demandé la revue systématique sur les fibres. Bon, voilà, on m'avait donné 2. J'avais pris la deuxième, la plus récente. Cette revue compile 33 méta-analyses. Très haut. 38 critères de santé et plus de 17 millions de personnes. Alors, preuve convaincante, diminution de la mortalité cardiovasculaire, diminution du risque de diverticulose, diverticulite, diminution du risque de cancer du pancréas, puis après on a les preuves moins subjectives, etc. Donc, manger suffisamment de fibres, on a des preuves convaincantes que on diminue certaines maladies, notamment cardiovasculaires. Alors, point important, comme la plupart des grandes revues, il s'agit principalement de données observationnelles, cohortes prospectives, pas d'essais randomisés à long terme. Les auteurs évaluent justement le risque de biais, voilà, pour estimer la crédibilité des associations. Bien. Maintenant qu'on a dit ça, donc, vous comprenez un peu plus... Mais vraiment, allez voir la vidéo de Renata Barcelos, parce que vraiment, elle va l'expliquer mieux que moi et moi, j'ai aucune prétention. Voilà, moi je compile les informations, je m'informe, etc. Et puis voilà, allez voir les gens dont c'est le métier d'expliquer ça. C'est pas à moi de le faire. Voilà. Par contre, moi, ce que je peux vous amener à vous montrer, c'est que depuis tout petit, on occulte, volontairement ou non, plein de procédés, plein de choses que les légumes font, mais qu'on ne nous dit pas. Par exemple, les antinutriments. Eh oui, qu'est-ce qu'un antinutriment ? Les antinutriments sont des composés naturels présents dans les végétaux, comme l'acide phytique, etc., qui se lient aux minéraux et réduisent leur absorption par le corps. Ils se trouvent principalement dans les céréales complètes, les légumineuses et certains légumes. Alors ça c'est fou. Jamais on ne vous dit que les légumes sont des antinutriments. Ils ont des antinutriments dedans. Et ça, c'est quand on occulte une partie de l'information comme ça, pour moi, c'est louche. C'est louche, c'est très louche. Alors, acide phytique, bon, je vais pas en parler, hein, parce que voilà, les oxalates, présents dans les épinards, etc. Et non seulement c'est des antinutriments, mais ils ont aussi des effets négatifs sur la santé. Bon là, c'est pas spécifié, mais voilà, si vous vous renseignez davantage, bon, il existe des méthodes pour les réduire. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. C'est important d'avoir ça en tête. Parce que voilà, ça ne mange pas de pain. Hein, voilà, s'il suffit de cuire
Le cuir pour diminuer les lectines et les inhibiteurs d'enzymes, voilà, on prend. Hein. Vous prenez, moi je prends. Alors, par contre, on a d'autres problèmes avec les légumes. Il n'y a pas que les fibres. Il n'y a pas que les antinutriments. Les fibres aussi. Les fibres qui sont censées être... c'est tellement... elles sont avant tout indispensables à la santé. Ah oui, indispensable, mais c'est quand même un antinutriment. Donc il faut pas en abuser, quoi. Ralentissement digestif, voilà, bon, ça c'est des... ralentissement digestif, c'est vraiment... on s'en fout, hein. On s'en fout de diminuer ce qui est un avantage pour la glycémie. Voilà, ça... Ouais, effectivement, si je mange un fruit, je vais avoir ma glycémie va moins exploser que si je mange un jus de fruits. Bah oui, parce qu'il y a les fibres qui vont ralentir. Bon, elles ont aussi un effet protecteur, voilà, régulent le transit et protègent la santé globale. Voilà, on a vu que c'est une association. Attention. Enfin, il y a certains rôles qui sont entre guillemets avérés des fibres, notamment la baisse de glycémie, mais tous les rôles ne sont pas sûrs à 100% des fibres. Donc voilà. Allez-y mollo quand même sur les fibres. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les fibres, elles... Parce que si par exemple vous mangez trop, vous allez avoir de la constipation, etc. Donc en fait, les fibres... pourquoi est-ce qu'on dit que ça... Enfin, de ce que je pense, moi, de ce que j'ai vu des différentes vidéos, c'est que effectivement, si on mange tout le temps des fibres, eh bien, les fibres qu'on mange, vous savez, c'est comme un tuyau. Imaginez le tuyau de votre évier. Voilà, si je mets des choses dedans, ça passe dans le tuyau. Et si j'en mets plus, celles que je mettais avant ne vont pas pousser les suivantes. Je sais pas si vous me comprenez, je m'exprime mal. Mais en gros, imaginons que je mette plein de cheveux dans mon évier. Et puis après, hop, c'est bouché. Et là, si j'en rajoute, celles que je rajoute vont pousser celles qui sont déjà dans le tuyau. Donc, on va observer un mouvement des choses. Pour les fibres, c'est pareil. Je mets des fibres. Et puis après, si j'arrête d'en manger, elles restent bloquées. Donc, si j'en rajoute, à chaque fois, il y a un transit qui se forme. Or, si on ne mange pas de fibres, l'intestin est un tuyau, c'est un muscle, donc il pousse les matières fécales. Il n'a pas vraiment besoin de fibres. Bon, ça, c'est mon opinion, ça n'est étayé sur aucune preuve, donc, ce n'est étayé sur aucune preuve. Il y a des gens qui arrivent à se passer totalement de fibres. Voilà, notamment les carnivores, mais on va pas parler des carnivores vraiment ici aujourd'hui. Un tout petit peu. Donc voilà, ça c'est pour les fibres. Donc on a parlé des antinutriments, des fibres. Est-ce qu'il y a un autre problème avec les légumes? Oui, encore, il y a d'autres problèmes avec les légumes. Un des gros problèmes avec les légumes, c'est le cadmium. Le cadmium est un métal lourd chimique, etc. Il est hautement toxique pour l'homme, s'accumule principalement dans les reins et provient de la nature des engrais ou de vieilles pollutions industrielles. Ben oui, parce que c'est un gros problème également des légumes et des végétaux en général. C'est que malheureusement, dans les méthodes conventionnelles, il y a énormément d'engrais chimiques mauvais, des pesticides, des ceci, des cela. Ce qui fait que on a une tête grosse comme ça là, hein, tête grosse comme ça. Donc si vous mangez des légumes, cuisez-les et puis allez chercher vraiment, allez-y. Je vous conseille la ferme de l'Escole où là vraiment ils sont carrés, ils utilisent quasiment pas. Ils utilisent
Je l'ai vu utiliser une fois un pesticide. Voilà, je sais plus pourquoi. C'était pour les patates ou je sais plus quoi. Et c'était un pesticide bio. Je sais plus si c'est du cuivre, je ne sais plus trop quoi. Enfin voilà. Il a la réglementation bio et il est plus que bio sur plein d'autres légumes. Donc je vous conseille, allez à la ferme de l'Escole ou une autre ferme dans votre région. Hein. Consommez le local tant qu'on y est. Hein, voilà. Si votre objectif est d'être en bonne santé. Mais on n'a pas fini ici aujourd'hui. Attention. Parce que on a les engrais, on a les pesticides, on a les antinutriments des légumes. Et aussi, il faut rappeler que les vitamines sont beaucoup moins présentes dans les légumes que dans la viande. Et encore moins dans les abats. C'est-à-dire que il y a une différence, mais fondamentale. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que la biodisponibilité des vitamines est beaucoup plus importante dans la viande que dans les légumes. Certains, par exemple, le taux de protéines, si je vais voir, macronutriments, carottes. Voilà, je vais voir les macronutriments des carottes. On a ici fibres, machin, protéines, 0,9%. Et même dans ces 0,9%, les protéines ne sont pas complètes. Est-ce que les protéines dans les légumes sont complètes? Il va me dire effectivement non. Les protéines contenues dans les légumes et les légumineuses sont incomplètes car il manque un ou plusieurs acides aminés. Et il y a aussi une différence de biodisponibilité. Quand vous mangez de la viande, ce qui ressort à la fin, il n'y a quasiment rien parce que c'est quasiment tout est utilisé par le corps. Donc il n'y a quasiment pas de déchets. Et c'est l'exact opposé avec les légumes. Vous mangez des fibres avec beaucoup d'eau, peu de vitamines, avec des antinutriments, avec des pesticides, avec des engrais néfastes. Et à la fin, vous avez quand même plus de déchets que la viande. Je sais plus quoi dire. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver des points positifs pour les légumes. L'un des points positifs, c'est que c'est très bon les légumes. Moi, j'adore les légumes. Hein, voilà, ça fait tout de suite plaisir. Quand on rajoute un petit peu des carottes dans sa tortilla, voilà, ces petites carottes râpées, moi j'adore ça. D'ailleurs, dans les carottes, on a vu qu'il y avait pas mal de glucides. Hein, bon. Les glucides, c'est pas la mort. Voilà, le corps a besoin des glucides. Le cerveau a besoin des glucides. Mais pas des kilos non plus. Hein. Relaxez-vous avec votre consommation des légumes et privilégiez les différentes, le trempage, la cuisson, etc. pour les ingérer. Bon, alors maintenant qu'on a dit tout ça, c'est terrible. Les légumes, c'est horrible, machin. La viande, c'est super. Voilà, pas. C'est un peu caricatural. Ne vous arrêtez pas de manger des légumes ou des fruits pour ça. Mais on a encore une chose à dire sur les légumes et les fruits. C'est que ils ont évolué. Et ils évoluent très vite. Parce que non seulement ils ont évolué, mais ils ont été changés génétiquement modifiés. Donc les légumes qu'on mangeait il y a 300 000 ans, les débuts des chasseurs-cueilleurs, ne sont pas les mêmes qu'on mange actuellement. Ah non. On a sélectionné les fruits pour qu'il y ait moins de fibres, plus de sucre, etc. Mais c'est pareil avec les légumes. Et surtout, on a perdu, désolé, mais une carotte. Par exemple, c'est un exemple. Les carottes ne sont pas
orange. Faut arrêter, regardez. Carotte orange, orange, carotte orange, non. Les carottes, hop, si je mets carotte ancestrale, ah, voilà. Là, tout de suite, on voit la différence. Bon, il y a une diversité énorme, mais qu'on a perdu parce qu'on prend la meilleure carotte. La meilleure carotte, c'est la grosse carotte orange, full sucrée, voilà. Ils font même des gâteaux avec les carottes en Amérique. Hein. Donc, mais c'est pareil pour les tomates. Tomates, vous en avez de toutes les couleurs, etc. Voilà. Faut aussi choisir des variétés anciennes si on le peut. Alors, si on a Pascal Pot à côté de chez nous, voilà, c'est facile. On va chez Pascal Pot, voilà. Moi, c'est un gars que j'écoutais énormément parce que lui, c'est un gars qui redonne la part belle aux vieux légumes, tu vois. Les vieux légumes et ils n'utilisent aucun engrais, quoi. Aucun engrais D'ailleurs, vous pouvez acheter des semences sur à Pascal Pot si jamais vous voulez faire votre potager. Moi, j'irai directement les acheter chez lui parce que voilà. Pascal Pot, c'est le rempart à toutes à Monsanto, etc., qui vous fournissent des graines de carottes translucides toutes mauvaises, alors que voilà, les variétés anciennes, on les a oubliées, mais elles sont meilleures pour la santé. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, on peut pas faire confiance. Enfin, on peut faire confiance modérément à la science. On peut prendre les études nutritionnelles avec des pincettes. Et sur quoi on va se reposer? Sur quoi on va pouvoir se reposer pour se dire putain, mais comment je fais pour savoir ce qui est bon pour moi alors, espèce d'enculé? On va pas parler de moi pour avoir dit une saloperie. Eh bien, on va se reposer sur la paléoanthropologie. Le soleil, au-dessus il y a le soleil. La paléoanthropologie, c'est l'étude des restes humains sur toute la période, enfin, paléogénétique, paléoanthropologie, tout ça, c'est des sciences, une science dure pour le coup, parce qu'on étudie des restes humains et on arrive à déterminer quelles étaient leurs alimentations. Et oui, l'alimentation de nos ancêtres. Donc, les Australopithèques qui ont commencé il y a environ 3 millions d'années, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut voir que les Australopithèques, ils mangeaient principalement des plantes, des racines, machin, avec un petit peu de petits animaux. Puis après, il y a eu... bon, ici, on voit les premiers hommes paléolithiques, proto-histoire. Je vais plutôt aller voir un peu plus bas. Voilà, tout le avec sa morphologie dentaire. Ouais, il mangeait des noix, des fruits, etc. Puis alors, voilà, les Australopithèques consommaient abondamment des parties souterraines des plantes. Voilà. Puis, on a les paranthropes. Les paranthropes, ils ont commencé à manger un peu plus de... on croyait uniquement composé de plantes fibreuses, etc. Donc eux, ils mangeaient principalement également des plantes. Et puis après, un régime de plus en plus omnivore. On a commencé à évoluer enfin, évoluer. Ils n'avaient pas le choix, les pauvres. Ils étaient obligés de faire du charognard. Voilà, ils doivent en priorité dépecer des carcasses de gros herbivores tués par d'autres animaux de manière ponctuelle, attraper des petites proies. Voilà, donc ça, c'est 1,7 million d'années avant notre ère. Puis Homo erectus continue à se nourrir de végétaux, mais il mange de plus en plus de viande. Néandertal, le but carnivore. Et puis Homo sapiens, qui là, c'est le chasseur-cueilleur nomade. Lui qui a 300 000 ans. Et en sachant qu'en parallèle, on a découvert le feu il y a 1 million d'années, donc tout ça aussi a changé nos
nos méthodes de consommation, etc. On a pu se protéger des prédateurs, etc., etc. Et donc, tout ça pour dire que on sait que nos ancêtres mangeaient principalement des choses carnées. Nos vrais ancêtres. Ici, on voit céréales et produits laitiers, mais ça, c'est il y a 10 000 ans, quoi. C'est les premières 10 000 ans, c'est le début de l'agriculture. Donc, principalement, ils mangeaient de la viande. Ah, ils mangeaient notamment beaucoup de viande. Mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Si on regarde il y a 50 ans, on mangeait aussi principalement du saindoux avec on tuait le cochon, on mangeait un peu de viande, on tuait le cochon, on mangeait un peu de pain avec du saindoux. C'était principalement de la graisse saturée. Bon, alors je vais pas m'étayer sur parce que sinon la vidéo va durer 1 milliard d'années. Là, je suis déjà j'ai déjà saoulé tout le monde. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont me goûter, donc je vais, euh, je vais diminuer un peu, sinon je pars dans les graisses saturées, etc. Je vais vous donner une dernière référence, deux dernières références, allez hop. La première, c'est Comment devons-nous manger de Renata Barcelos, encore. Elle va expliquer les preuves indéniables que nous sommes faits pour manger de la viande. Ça, c'est super parce que c'est aussi la paléo-anthropologie, paléo-génétique. Et une chaîne excellente aussi, Sequoia Santé. Alors là, on a ici 21 minutes. Ils nous expliquent la méthode Sequoia Santé. Bon, ils vont expliquer aussi très vite pourquoi les études nutritionnelles sont problématiques et comment pallier à ça.